Bonjour Reddit. J'utilise un compte anonyme car j'ai besoin de conseils sur une situation compliquée à laquelle je suis confrontée. Veuillez excuser toute erreur, je veux juste raconter l'histoire. Un peu sur moi, je suis un homme de 43 ans et le cadet de 2 frères. J'essaierai de donner un récit chronologique pour vous donner une image complète. Mon frère, Michael, qui a 45 ans, a toujours été l'enfant préféré de notre famille. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Quand il avait de mauvaises notes, il l'encourageait et l'aidait à s'améliorer, alors que j'étais toujours accueillie avec déception, même si mes notes étaient correctes. Par exemple, il a eu une nouvelle voiture et une grande fête pour l'obtention de son diplôme d'études secondaires, tandis que j'ai reçu $300 et une tape dans le dos. Michael n'était pas un mauvais frère, mais nous faisions surtout nos propres affaires. Je ne me plaignais pas beaucoup, mais je ressentais le besoin de partir et d'explorer le monde par moi-même. Je suis allée à l'université dans une autre ville et j'ai obtenu mon MBA en 7 ans. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans notre ville natale. Pendant ce temps, j'ai eu un contact minimal avec ma famille, sauf pour les anniversaires et les jours fériés. Mon frère, sans être le plus brillant sur le plan scolaire, a tout juste obtenu son diplôme d'études secondaires. Il a abandonné l'université et mes parents l'ont aidé à créer une petite quincaillerie. J'étais heureux pour lui, mais je me suis concentrée sur ma propre vie. À cette époque, j'ai commencé à sortir avec Emily, qui avait alors 20 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous étions tous les deux originaires de la même ville. De retour à la maison, nous avons emménagé ensemble, trouvé du travail et nous sommes concentrés sur la construction de notre vie. Pendant les vacances de 2008, j'ai présenté Emily à ma famille. Ils ont été étonnamment chaleureux et accueillants, me faisant me sentir plus aimée que je ne l'avais été depuis des années. J'ai remarqué que Michael la regardait beaucoup pendant la réunion, mais je n'y ai pas prêté attention. Cependant, il a commencé à visiter mon appartement plus fréquemment, passant d'une fois tous les 4 mois à presque tous les jours. Il est devenu intrusif, surtout parce qu'il venait le soir quand Emily et moi essayions de nous détendre après le travail. J'ai finalement dû fixer des limites, ce qui a provoqué une grosse dispute avec mes parents. Michael s'est excusé et a réduit ses visites à 1 fois par mois le week-end, ce qui était plus gérable. En 2011, j'ai demandé Emily en mariage et nous avons annoncé nos fiançailles à la famille. Mes parents étaient heureux, mais Michael m'a juste serré la main et a quitté la petite fête que j'avais organisée. Il a disparu quelques semaines après cela. Nous nous sommes mariés en 2013 et Michael a amené une escort girl au mariage, une femme nommée Laura. Ils se sont mariés 11 mois plus tard, en 2014. Mon mariage se passait bien. Nous avons eu notre première fille, Olivia, en 2015, et notre deuxième fille, Chloé, en 2017. En 2016, Laura m'a envoyé un message disant que Michael était obsédé par Emily et que c'était la principale raison de leur séparation. Je me suis excusée auprès d'elle et lui ai souhaité le meilleur. J'ai aussi parlé à Emily et je lui ai posé des questions sur ses interactions avec Laura, et elle m'a dit que Laura avait toujours été un peu froide et distante avec elle depuis le début. J'ai décidé de confronter mon frère devant ma famille et je lui ai demandé pourquoi il détruisait sa vie à cause de son obsession pour ma femme. La question l'a pris par surprise et il a tout nié. Nous avons eu une énorme dispute qui s'est terminée par le fait que j'ai dit à mon frère qu'il n'était plus le bienvenu chez moi. Mes parents et Emily m'ont parlé et m'ont convaincu que, quoi qu'il arrive, il restait de la famille, alors pour le bien de tous, j'ai décidé d'être amicale. Il semblait vraiment travailler sur lui-même, et nous avons continué nos vies. Avançons jusqu'en 2018. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, c'était le 25 juillet et je faisais plusieurs courses. Ma femme avait emmené nos 2 enfants voir leurs grands-parents. C'était un peu après le déjeuner quand j'ai reçu un appel de mon père me disant de venir chez lui, et il y avait beaucoup de colère dans sa voix. Dès que je suis entrée, j'ai remarqué beaucoup de tension dans l'air. Ma femme était en larmes, et mes parents essayaient de la consoler. Certains membres de ma famille élargie étaient également présents. J'ai demandé ce qui s'était passé, pour être accusé d'être celui qui avait commis l'agression. J'étais sous le choc et confus. Ils ont affirmé que lors d'une fête quelques semaines auparavant, j'avais agressé une fille et lui avais ensuite envoyé un texto pour qu'elle n'en parle à personne, sinon il y aurait des conséquences. Je connaissais cette fille, Amanda, depuis longtemps. Nous étions allés au lycée ensemble, et elle faisait partie d'un groupe d'amis plus large avec lequel je sortais occasionnellement. Selon elle, après la fête, qui était dans une boîte de nuit, je l'avais suivie jusqu'à sa voiture et l'avais agressée là-bas. Elle avait partagé des captures d'écran de la prétendue conversation avec ma femme et lui avait raconté toute cette histoire. Mon père m'a giflé fort, et mes parents m'ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais revoir mon visage. Emily était furieuse et a dit que c'était fini entre nous. J'ai essayé de les convaincre tous que je n'avais jamais fait ça, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont essentiellement chassé de chez eux et m'ont dit que ni Emily ni les enfants ne reviendraient, et que mon père viendrait chercher leurs affaires à mon appartement. Quand mon père est arrivé, j'ai supplié et imploré, mais il a essentiellement fait quelques valises et m'a dit de ne plus jamais les contacter et qu'il me livrerait lui-même à la police si je le faisais.
Le soir, Michael avait partagé les captures d'écran et tous les détails avec notre groupe familial élargi sur WhatsApp, dont j'ai été unanimement exclue. Les jours suivants, j'ai même eu des gens de mon groupe d'amis qui m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient dégoûtés par moi et qu'ils ne devaient plus jamais me contacter. J'étais un désastre pendant cette période. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir et je ne pouvais même pas travailler correctement. Mon patron a également entendu les rumeurs qui circulaient, mais il n'a pas pu faire grand-chose avant de voir une action policière contre moi. Il m'a conseillé de quitter l'entreprise de mon propre chef pour garder mon dossier intact et a dit qu'il s'assurerait que je n'ai même pas à respecter mon préavis. J'ai essayé de plaider ma cause, mais il m'a dit que si la police frappait à ma porte, je serais renvoyé de toute façon, et dans un tel scénario, la gravité de l'affaire signifierait que je n'obtiendrais aucune indemnité de départ, et mon dossier serait entaché. À contre-cœur, j'ai accepté sa demande et j'ai quitté l'entreprise dans les jours qui ont suivi. À la mi-août, alors que j'étais encore plongé dans ma misère, j'ai reçu 2 documents du palais de justice, une lettre de déshéritage et les papiers du divorce. J'étais assez ivre, mais je suis quand même allé chez mes parents, pour que mon frère vienne me frapper et me dise que j'étais une honte pour la famille et que c'était bien qu'on m'ait déshérité. J'avais du sang qui coulait du visage quand il en a fini avec moi, et je pouvais à peine tenir debout. Mes parents et ma femme m'ont regardé de loin, mais n'ont rien fait. J'ai réussi à me relever après un certain temps, en pleurant, et j'ai réalisé que j'avais tout perdu et tous ceux que je connaissais. Je suis resté enfermé dans mon appartement pendant la durée du divorce. Il s'est déroulé le plus amicalement possible, car j'étais sans emploi. De plus, mon ex-femme a déclaré qu'elle paierait pour les enfants, donc je n'ai pas eu à payer de pension alimentaire pour enfants ni de pension alimentaire. En janvier 2019, j'étais divorcée, mais essayer de reconstruire ce qui avait été ma vie était difficile. Pendant ce temps, j'ai aussi eu envie de confronter Amanda, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que cela aurait pu aggraver les choses pour moi à cause des lois centrées sur les femmes dans mon pays, ce qui signifiait qu'un coup de téléphone, et je risquais de 5 à 6 ans de prison. En février 2019, j'ai eu un grave accident et j'ai passé une bonne partie de 5 semaines en convalescence. Le personnel m'a dit qu'ils avaient contacté mon numéro d'urgence, qui était encore Émilie à l'époque, et elle a raccroché, et personne n'est venu. Une fois rétablie, j'ai réalisé que j'avais dépensé une bonne partie de mes économies et que j'avais besoin de me remettre sur pied, ne serait-ce que pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Cependant, j'ai réalisé que je ne pourrais rien faire là où j'étais, alors j'ai vendu tous mes meubles, j'ai payé mes derniers loyers et j'ai décidé de recommencer à zéro ailleurs. J'ai déménagé dans une ville à 2 heures de route et j'ai essayé de trouver du travail pendant un certain temps, mais en vain. Je me suis aussi beaucoup enivré, et les pensées suicidaires étaient récurrentes. Se réveiller après un cauchemar en sueur froide est devenu presque la norme pendant 4 mois. Cela a passé, après quoi j'ai rencontré une vieille connaissance, David, de l'université. C'était le gars silencieux à l'époque et il ne parlait vraiment à personne, mais le revoir après tant d'années était étrange, car il m'a vu dans la foule et m'a appelé par mon nom. Nous nous sommes salués et avons parlé un peu de nos vies. Je lui ai dit que j'étais en ville à la recherche d'un emploi. Il m'a dit qu'il venait de démissionner et qu'il prévoyait de créer sa propre société de conseil en management. Il m'a ensuite invité à prendre un verre plus tard, où, après avoir beaucoup parlé de nos vies professionnelles, il m'a offert la possibilité de travailler avec lui, car il avait besoin de quelques personnes qui savaient ce qu'elles faisaient. À ce stade, je pensais que j'avais besoin de travailler dur pour me sortir ces pensées de la tête, alors j'ai accepté, mais je lui ai dit que je voulais le rencontrer, lui et son équipe, et discuter avec eux avant d'aller plus loin. 2 jours plus tard, il m'a présenté un autre gars, Marc, et m'a dit que pour l'instant nous ne serions que tous les 3. J'ai serré la main de Marc et je leur ai dit qu'avant d'aller plus loin, j'avais quelque chose à dire. J'ai ensuite procédé à leur raconter tout ce qui m'était arrivé pendant cette période et comment j'avais été déshéritée et divorcée à cause de cela, les larmes aux yeux. David et Marc m'ont dit qu'ils étaient désolés, mais ils m'ont aussi dit que si je n'avais pas de casier judiciaire, il n'y aurait aucun problème. J'ai dit que la police n'était jamais venue chez moi, et ils ont été soulagés. David a mentionné que, pour être plus sûr, il allait demander à quelqu'un de faire une vérification complète des antécédents, et j'ai compris sa position et j'ai accepté. Pendant ce temps, je vivais dans un taudis que j'avais loué pour minimiser mes dépenses. J'ai attendu patiemment pendant 2 semaines, mais je continuais à chercher du travail ailleurs au cas où les choses ne fonctionneraient pas. 2 semaines plus tard, David m'a appelé, et nous nous sommes rencontrés plus tard dans la journée. Il a dit que mon dossier était vierge de toute accusation et m'a souhaité la bienvenue dans l'équipe. Après cela, je me suis plongé dans mon travail et j'ai commencé des séances de thérapie sur les conseils de Derek. Je me suis également inscrit à une salle de sport et j'ai évacué une grande partie de ma frustration sur le sac de frappe, passant d'une moyenne de 77 kg à plus de 105 kg. Derek et moi sommes devenus des frères de gym, et je le considérais essentiellement comme un grand frère, car il avait essentiellement l'âge de Michael. À la fin de 2019, j'avais repris une bonne partie du contrôle de ma vie. La société de conseil a décollé, et l'argent est arrivé. J'ai loué un bel appartement dans un quartier décent.
La cicatrice s'était également refermée dans une certaine mesure, et j'ai réalisé que je devais prendre certaines mesures nécessaires pour aller de l'avant. Je suis allée au tribunal et j'ai officiellement changé mon nom de famille dans les registres. J'ai pris le nom de famille de Derek, avec son consentement et celui de ses parents. Ils m'ont vu comme un bon gars et m'ont impliqué dans plusieurs de leurs fonctions familiales. J'ai même été le témoin du mariage de Derek, alors c'était aussi une façon de les remercier. J'ai essayé de sortir avec quelques filles, mais ça n'a jamais marché pour moi à cause de mes problèmes émotionnels, jusqu'à ce que je commence à sortir avec Kim, 29 ans, en 2020. Elle était moitié coréenne et moitié italienne. Je l'ai rencontrée dans un café où je prenais mon café et je m'asseyais occasionnellement là-bas, elle travaillait derrière le comptoir. Nous nous voyions juste pour la commande, mais une fois que Derek et moi étions là, il a remarqué qu'elle me regardait constamment. Il m'a dit que je devrais l'inviter à sortir. Je me suis approché, un peu hésitant, et je l'ai invité à prendre un verre plus tard dans la journée. Nous avons eu un rendez-vous agréable, et elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions nous revoir. Je savais que cela allait se dérouler de la même manière que mes autres rendez-vous, c'est-à-dire que je leur parlais de mon passé, et elles partaient. Je n'ai jamais blâmé aucune d'entre elles. Cependant, la deuxième fois que j'ai emmené Kim déjeuner, j'ai décidé de lui dire avant d'aller plus loin. Je voulais qu'elle sache mon passé afin qu'elle puisse prendre une décision éclairée. C'était comme si je l'avais prise par surprise. Je lui ai dit que je n'avais jamais pensé et que je ne pourrais jamais penser à faire ça à qui que ce soit et que je luttais encore pour surmonter les conséquences. Je lui ai dit qu'elle devait savoir dans quoi elle s'embarquait avant même que nous pensions à avoir d'autres rendez-vous. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Kim, et elle m'a dit qu'elle voulait nous rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans le même café où elle travaillait, et elle m'a dit qu'elle me faisait confiance et qu'elle voulait essayer. À ce stade, j'étais sceptique et j'ai même pleuré un peu parce que je n'arrivais pas à croire que je pouvais retrouver un semblant de normalité dans ma vie. Nous sommes sortis à quelques reprises et avons vraiment apprécié la compagnie de l'autre, et j'ai senti que je pouvais enfin commencer à guérir. Je suis partie en vacances pour la première fois depuis des années avec elle en Europe et j'ai passé un très bon moment en général. Lorsque la pandémie est arrivée en 2021, nous sommes restés en contact par téléphone et FaceTime. Lorsque les choses sont revenues à un certain niveau de normalité au cours du second semestre, elle a demandé si elle pouvait emménager avec moi, et j'ai accepté. Elle avait été licenciée de son café et tentait sa chance à la recherche d'un emploi. C'était une cuisinière incroyable, et c'est là que je lui ai suggéré qu'elle pourrait peut-être essayer de créer un endroit et se lancer dans le secteur alimentaire. Au milieu de l'année 2022, et avec le soutien financier de ses parents, elle avait une cuisine fantôme, qui livrait de la nourriture dans les environs. Nos vies se déroulaient à merveille. J'avais encore beaucoup de problèmes émotionnels, cependant, je n'avais plus de pensées suicidaires, mais les cauchemars se produisaient encore occasionnellement. Qui m'a annoncé en février 2024 qu'elle était enceinte, et une série d'émotions mitigées m'ont envahi, de la joie de recommencer à zéro aux pleurs pour la perte de ce que j'avais autrefois. J'étais partout. Kim m'a consolée, et nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. J'ai demandé Kim en mariage, et elle était ravie. J'avais l'impression que tout allait enfin se mettre en place au point où je pouvais avoir un semblant de paix dans ma vie. Nous allions nous marier et tous les préparatifs battaient leur plein pour notre mariage à la mi-juin de cette année. Je suis désolée pour le long message, mais je devais fournir autant d'informations que possible pour que vous puissiez comprendre ce qui a été des montagnes russes pour moi. Fin mai, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai décroché, j'ai pu entendre quelqu'un pleurer. Elle a dit « Salut, c'est Amanda ». J'ai immédiatement reconnu la voix et j'ai raccroché, essayant de contenir ma colère. Kim était avec moi, a vu mon visage et s'est approché avec inquiétude. J'essayais de contenir mon mélange de larmes et de colère et je lui ai dit qui c'était. Lorsque l'appel est revenu, Kim a décroché le téléphone et l'a mis sur haut-parleur. Il y avait un gars à l'autre bout qui a expliqué qu'il était le fiancé d'Amanda et qu'elle voulait avouer ce qu'elle avait dit à l'époque. Elle a décroché le téléphone et s'est excusée encore et a continué à pleurer sans cesse. Kim a fait la plus grande partie de la conversation, car je suis devenu un désastre en pleurant, incertain de ce que je voulais faire. Alors Kim m'a dit qu'il rappellerait. Elle a immédiatement appelé Derek, qui a tout écouté patiemment pendant que Kim expliquait ce qui s'était passé. Il m'a pris dans ses bras et m'a conseillé de fixer un rendez-vous dans un cabinet d'avocat avec ses aveux afin que cela puisse aider en cas de problèmes futurs éventuels. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout expliqué. Il a dit qu'il fixerait un rendez-vous à son bureau et m'a donné une heure et une date. J'ai appelé Amanda et je lui ai dit qu'elle devait venir au bureau de mon avocat et que nous en discuterions là-bas. 3 jours plus tard, nous nous sommes rencontrés à son bureau. Amanda avait l'air à moitié morte avec ses expressions, son fiancé était la seule personne avec elle. Mon avocat avait organisé la réunion avec une caméra pour enregistrer toute la session. Je lui ai demandé de faire la médiation, et j'ai demandé à Kim de venir avec moi. Nous nous sommes assis de l'autre côté de la pièce, et elle a commencé à expliquer en détail ce qui s'était passé à l'époque. Beaucoup de choses ont été dites et discutées, mais voici l'essentiel. Elle et mon frère sortaient ensemble en 2016, mais personne ne le savait. Il était la personne derrière tout le plan pour me piéger.
Elle a suivi le mouvement parce qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Il avait obtenu un nouveau téléphone et avait volé ma photo de profil de mon numéro WhatsApp à l'époque et l'avait utilisé pour créer les fausses captures d'écran en train de chatter avec Amanda. Je suis passé des pleurs à la rage. Je peux honnêtement dire que si ce n'était pas pour Kim, j'aurais pu être accusée d'agression. Kim était également assez furieuse et bouleversée, en partie à cause de la grossesse, et elle a bien réprimandé Amanda, même si mon avocat a essayé de maintenir la civilité. Il était clair que Kim était très en colère. Elle est allée plus loin et a dit au fiancé d'Amanda que s'il épousait encore cette ordure humaine, alors il méritait ce qui lui arriverait. Luttant contre la colère et les larmes, je leur ai demandé pourquoi ils avouaient cela maintenant. Son fiancé, Mark, s'est avancé et a expliqué. Il a dit qu'ils étaient assez ivres quelques semaines auparavant, et elle avait dit comment elle avait aidé un ex à détruire un mariage. Cela lui était resté, et après avoir continuellement demandé et fait pression sur elle, elle lui avait finalement avoué. C'est alors qu'il a fait pression sur elle pour qu'elle assume la responsabilité de ses erreurs si elle voulait la paix dans sa vie. Apparemment, après qu'elle ait aidé Michael, il avait commencé à être froid et distant avec elle et avait finalement mis fin à la relation 6 mois plus tard. À ce moment-là, elle s'était sentie terrible, mais elle avait trop peur d'avouer et avait passé beaucoup de temps en thérapie pour régler ses problèmes. Après que tout ait été mis sur la table, mon avocat est intervenu et a dit « Prenons une pause de 20 minutes et retrouvons-nous ». Amanda et Mark sont sortis, et notre avocat a expliqué que si je le voulais, je pouvais la poursuivre, elle et mon frère, pour diffamation. Les preuves disponibles étaient plus que suffisantes pour que je fasse ce que je voulais. Je ressentais beaucoup de colère, mais j'ai décidé que je ne voulais pas que cela gâche le mariage, et ce que je voulais faire devrait attendre que tout soit fait. J'ai dit à Amanda que je la contacterais, mais pour l'instant, je ne voulais pas qu'elle en parle à qui que ce soit d'autre, je ne voulais pas qu'un drame de mon ex-famille affecte mon mariage. Après cette réunion, Kim m'a pris dans ses bras et a dit que ça faisait du bien d'avoir suivi son instinct et qu'elle avait maintenant l'impression qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. J'ai partagé son sentiment. Nous avons eu un petit mariage, avec David et Derek comme témoins, et une lune de miel de 3 semaines à travers l'Europe. Ce fut un moment incroyable pour nous deux. Heureusement, j'ai pu surmonter ce que j'avais entendu, et Derek a suggéré que je devrais laisser ça derrière moi. Cela n'a pas trop gâché la lune de miel, même si les cauchemars étaient plus fréquents qu'auparavant pendant cette période, et Kim était toujours là pour me soutenir. J'ai également eu une conversation avec mon thérapeute, qui m'a dit que je devrais confronter mon ex-famille tôt ou tard, ne serait-ce que pour la clôture. Après avoir beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé, j'ai décidé de contacter Amanda en juillet et je lui ai dit ce que je devais faire. Je lui ai dit que j'allais intenter une action en justice sur la base de sa déclaration, mais que si elle voulait éviter la ruine financière, elle devait suivre mes instructions. Elle devait parler à Emily en privé et lui expliquer tout ce qu'elle nous avait dit au cabinet d'avocats. Elle pleurait en m'écoutant et m'a dit que Mark l'avait quittée. Je lui ai dit que j'aimerais pouvoir avoir pitié d'elle, mais je n'en avais pas, et j'ai ensuite dit que le karma frappait tout le monde fort. Il l'avait frappé, et maintenant il arrivait à mon frère. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS. C'était d'Emily. Bien qu'étant bloquée, je lui avais envoyé des vœux d'anniversaire et des vœux pour les anniversaires de nos 2 filles, ainsi que des vœux pour les fêtes. C'était le premier message que je recevais depuis 8 ans. Elle m'a essentiellement demandé si nous pouvions parler. Je ne voulais pas être seule lorsque j'aurais cette conversation, alors je lui ai dit que je la rappellerais dans quelques heures. Je suis rentrée à la maison et j'étais avec Kim lorsque l'appel a eu lieu. J'ai immédiatement pu entendre Emily sangloter de façon incontrôlable pendant un moment avant de me dire à quel point elle était désolée et à quel point elle se sentait mal. D'une manière ou d'une autre, j'ai pu garder mon sang-froid tout ce temps. Je lui ai dit que cela me faisait terriblement mal de savoir qu'elle pensait si peu de moi qu'elle était tombée si facilement dans le piège de Michael. Je lui ai posé des questions sur mes filles, elle a dit qu'elles allaient bien et m'a ensuite demandé quand j'avais rencontré Amanda. Elle a dit qu'elle l'avait rencontrée il y a 2 jours. Il lui a fallu beaucoup de temps pour réaliser à quel point elle avait tort et à quel point elle s'était rapidement détournée de moi. Elle l'a immédiatement portée à la connaissance de mes ex-parents, et ils étaient tout aussi surpris. Ils voulaient tous me contacter, mais elle a dit qu'elle voulait d'abord se connecter et s'excuser. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était blessant. Je lui ai demandé ce qui était arrivé à l'enfant préféré, elle a dit qu'il l'avait chassé de chez eux. J'ai un peu ri. Elle m'a dit qu'elle avait épousé Michael 1 an après la finalisation du divorce, car il était celui qui l'avait soutenu pendant cette période, et tout a soudainement eu un sens, il semblait qu'il ne l'avait jamais surmonté. Elle m'a dit qu'elle avait également eu une fille avec lui. Après les conversations, je lui ai essentiellement dit ce qui allait se passer et j'ai détaillé ce que je voulais. Je voulais qu'elle contacte toute mon ancienne famille élargie pour qu'il sache quel genre de personne il était. Deuxièmement, je cherchais juste à élever mes 2 filles, et je lui ai dit que je n'avais aucune intention de me réconcilier avec elle au-delà de ce qui était nécessaire pour maintenir une relation avec mes filles. Troisièmement, je lui enverrai un SMS avec la date et l'heure auquel je voulais rencontrer mes ex-parents, et je voulais les rencontrer en personne. Après cela, j'ai simplement pris Kim dans mes bras, sachant qu'elle était enceinte et que son humeur aurait été partout.
J'ai gardé mes émotions sous contrôle, mais je suppose qu'elle pleurait pour nous deux, et nous nous sommes endormis dans le lit. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mon téléphone était éteint, et quand je l'ai mis en charge, j'ai remarqué le nombre de messages qui arrivaient. J'avais plus de 150 appels manqués et des centaines de messages. Ils m'ont également rajouté au groupe familial, où chacun d'eux s'excusait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des messages de certains de mes amis qui s'excusaient pour ce qui s'était passé et pour la façon dont ils s'étaient précipités sur tout. La seule réponse que j'ai donnée a été au groupe familial, indiquant que, comme j'avais été déshéritée il y a près de 10 ans, j'étais un étranger dans ce groupe et je souhaitais le rester. Que je leur pardonne ou non, cela se fera selon mes conditions et à mon rythme, pas au leur. De plus, je leur ai dit de ne plus me rajouter et j'ai quitté le groupe. Certains membres de la famille ont essayé d'attirer mon attention en m'envoyant des messages disant qu'ils étaient déçus de ma réaction. Je les ai fait taire en disant qu'ils n'étaient pas en mesure de me juger après avoir été si prompt à présumer ce que j'avais fait et qu'ils ne devaient pas me recontacter à moins que je ne les contacte en premier. Quelques semaines plus tard, j'ai appelé Emily et je lui ai dit que je voulais qu'elle amène mes filles le week-end afin que je puisse les rencontrer correctement. Kim, étant aussi ferme et énergique qu'elle l'est, a dit qu'elle voulait aussi rencontrer ses belles-filles. Nous avons beaucoup discuté. C'était surtout moi qui lui disais que, comme elle était enceinte, elle devait prendre soin d'elle, mais la détermination en elle était assez forte, alors j'ai cédé. Nous nous sommes retrouvés dans un parc public. Emily avait l'air un peu débraillée, mais elle avait fait un effort pour être au mieux de sa forme pour cette réunion. C'est là que j'ai vu Olivia et Chloé pour la première fois en 8 ans, elles avaient beaucoup grandi. Les seuls souvenirs que j'avais d'elles étaient sur mon téléphone, car j'étais pratiquement bannie de tous les médias sociaux et de tout le reste. Emily est venue en pleurant, essayant de me prendre dans ses bras, et j'ai levé les deux mains pour la repousser. Je lui ai ensuite présenté Kim comme ma femme, et elle s'est effondrée en pleurant dans le parc. Kim s'est approchée pour la consoler, et nous nous sommes assis à proximité. J'ai pris mes deux filles dans mes bras et j'ai pleuré. On n'avait jamais parlé de moi à mes filles jusqu'à récemment, et elles étaient assez confuses, car elles ne connaissaient que Michael comme leur père, mais me voir soudainement a suscité des émotions. Il y a eu beaucoup de pleurs et de conversations. Le soir, nous avons échangé sur ce qui s'était passé dans nos vies. Elle m'a dit qu'elle avait épousé Michael 1 an après la finalisation du divorce, et il avait pris soin d'elle pendant les premières années. Après cela, les choses s'étaient calmées. Elle n'arrivait toujours pas à développer son entreprise d'aménagement paysager au point qu'elle soit rentable, et la pandémie l'avait ensuite essentiellement obligée à fermer boutique. Ses parents puisaient maintenant dans leurs économies pour joindre les deux bouts, et ils ne s'étaient jamais donné la peine de recommencer quelque chose de nouveau, malgré le fait que ses parents le lui disaient. Elle a dit qu'elle demandait le divorce de Michael et qu'elle ne supportait pas de le voir. Je lui ai dit qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait et que cela n'avait rien à voir avec moi. Je lui ai donné quelques détails pour l'avenir. Je voulais essentiellement qu'Olivia et Chloé assistent à des séances de thérapie familiale avec moi à l'avenir afin que nous puissions guérir. On leur avait volé leur vrai père, et il était temps d'y remédier. Je veux faire partie de leur vie. Je voulais aussi qu'elle soit avec moi et Kim le week-end, mais je lui ai dit que cela devrait attendre, car nous avions un enfant en route, et je voulais consacrer toute mon énergie à cela pour l'instant. Enfin, elle a dit que mes parents voulaient communiquer avec moi. Je l'ai corrigé et lui ai dit que ce n'était pas du tout mes parents. J'avais encore la lettre de déshéritage qu'ils avaient envoyée avec les papiers du divorce, et je n'avais rien à voir avec eux. Mais Emily et Kim m'ont dit que cela m'aiderait à clore avec eux, alors j'ai accepté. Je lui ai dit que je lui dirais quand et où je voulais les rencontrer. Je lui ai réservé un hôtel et je lui ai dit que je voulais qu'elle soit en ville le soir, et je voulais passer plus de temps avec mes filles, le dimanche étant le lendemain. Nous avons passé ce dimanche ensemble aussi, mais cette fois, je les ai emmenés visiter les sites touristiques de la ville, et nous avons vraiment apprécié le temps passé ensemble avant de partir. Elles m'ont toutes les deux fait un câlin chaleureux, et je leur ai dit que je les verrais la semaine prochaine. J'ai dit à Emily qu'elle n'avait pas besoin d'emmener les filles aux séances de thérapie familiale et que j'irais les voir. J'ai reçu une bonne recommandation de mon thérapeute pour cette ville, et nous avons eu une bonne première session d'introduction. La thérapeute a expliqué qu'elles auraient besoin de savoir tôt ou tard ce que mon ex-frère avait fait, et je lui ai dit qu'elle le saurait en temps voulu. Elle a suggéré que je l'écrive ici et que j'obtienne également des perspectives extérieures sur ma situation. Je peux honnêtement dire que si Derek ne m'avait pas poussé, je n'en serais peut-être pas arrivé là où j'en suis, ce qui m'amène à ouvrir ce forum à vous. Que dois-je faire à partir de maintenant? Je prévois de confronter mes ex-parents tôt ou tard, et malgré le fait que je les appelle mes ex-parents, j'ai encore des émotions et des sentiments pour eux. Je ne suis pas sûre que cela ait du sens. Comment affronter Michael? Je ne pense pas que je veuille revoir son visage, mais est-ce que je le poursuis en justice et le ruine avec un procès en diffamation, sachant très bien qu'il a une fille avec mon ex, et que tout ce que je lui fais pourrait la toucher? Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre.